Bonsoir Anki. Bonsoir Magali. Eh ben, écoute, je suis ravie de t'avoir. J'ai fait un peu monter la pression les derniers jours, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'entendre un petit peu ton expérience et surtout cette fameuse question des patients experts. Donc peut-être que d'abord on va commencer par une petite, enfin si tu veux bien, te présenter un petit peu, raconter très brièvement ce que tu veux bien raconter. Alors, moi je suis maman d'un petit Oscar qui a 4 ans. J'ai passé toute la première partie de ma carrière dans les médias. J'ai été attachée de presse, consultante en communication et rédactrice. Et j'ai adoré ça. Franchement, j'ai trouvé ça génial. C'est tout ce que j'aime en fait, c'est créer du lien avec les gens, créer du lien entre les gens. Donc, je me retrouvais complètement là-dedans. Et puis voilà, un jour, j'ai vraiment fait des rencontres merveilleuses. Donc c'est pas du tout que je me suis dit tiens, voilà, j'ai envie de changer de profession, de me réorienter complètement. C'est vraiment à un moment donné dans ton parcours personnel et professionnel, ben, tu te poses et tu te dis tiens, il y a quelque chose qui résonne moins en moi. Et en fait, moi, c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai eu ma deuxième rechute. Donc ça s'est passé en 2016. J'étais enceinte de mon fils. Et Donc, en fait, ton premier diagnostic était en 2004. Donc, c'est vraiment oui, arrivé c'est des ça. années après, Ouais, il y a eu quoi. il y a eu un gros gap en fait. En 2004, je sortais de mes études. Je terminais, je venais de rentrer dans l'Erasmus. J'étais vraiment à l'apogée, tu sais, le moment de ta vie où tu te sens le roi du monde. Rien peut t'arriver, tu es invincible, c'est génial, tu as un sentiment de liberté comme ça, juste dingue. Et puis voilà, là, il y a tout qui s'est enchaîné. Je suis rentrée d'un voyage au Mexique et on a pensé que j'avais la dengue. Et finalement, il s'est avéré que c'était absolument pas ça. Et en 2 jours, ça s'est transformé en cancer du rein. Et donc là, la tumeur était déjà très grosse, elle appuyait sur une artère, donc il fallait vraiment tout de suite agir. Et ça, c'est un des points d'ailleurs sur lesquels je reviendrai plus tard, c'est que en fait avec le cancer, souvent tu découvres ça de façon un peu inopportune et complètement par hasard. Et donc, souvent, ben, c'est des moments où tu as déjà des symptômes qui montrent que ton corps subit un peu le cancer. Et donc, il faut vraiment agir vite. Et donc, tu es dans la précipitation. En 2 jours, on me transfère dans un autre hôpital. On m'annonce que je vais perdre mon rein. Et on m'annonce aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas de place pour la panique parce que j'étais paniquée, j'avais 24 ans, je savais même, enfin, oui, tu sais ce que c'est un cancer, mais jamais tu te dis que ça va te tomber dessus. Et donc, pas de place pour le sentimentalisme, pas de place pour les émotions. Hop, on va au front et on reparlera de ça plus tard. Enfin, sauf qu'on n'en reparle jamais en fait. Puis, je fais une récidive 2 ans, enfin une rechute plutôt 2 ans plus tard. Et puis, plus rien pendant 10 ans. Donc, moi, c'est dans un coin de ma tête. Ça revient quand je fais mes examens périodiques. Mais sinon, pour le reste, là, je vis ma vie. Tout se passe super bien. À ce moment-là, d'ailleurs, je pars vivre 1 an au Vietnam parce que voilà, on avait envie d'une coupure à ce moment-là et ça se mettait très bien. Puis, je tombe enceinte. Et là, tout s'est de nouveau enchaîné. Mon gynéco m'appelle pendant que je suis occupée à allaiter mon fils. Et là aussi, j'étais de nouveau, je me souviens, j'étais de nouveau dans une période d'extase. Je crois que tous les parents connaissent ça. Quand tu as un nouveau-né qui arrive dans ta vie, je le regardais, je me disais, oh, mais en fait, la vie, elle est pas si vache que ça. Regarde, c'est génial, ton fils est génial, il est beau, tout va bien. Et puis bah non en fait, là mon gynéco m'appelle, me dit voilà écoutez j'ai une mauvaise nouvelle, votre cancer est revenu et puis c'est tout en fait, c'est tout ce qu'il me dit. Et Au donc là je suis un petit peu téléphone. surprise. Oui au téléphone, ça a son importance donc au téléphone. Et donc il faut savoir que mon premier cancer je l'ai eu en 2004 donc là il n'y a pas tellement de sensibilisation autour de l'annonce, toutes ces choses-là. Mais là, maintenant, en 2016, tu oses espérer que les choses vont un peu changer, mais pas vraiment. Donc, c'est assez brutal. Et je me suis dit, je me souviens lui avoir dit, OK, merci. Merci d'avoir appelé, passez une super journée. OK, basta. Je vois mon fils, je me refocus sur ce que je suis en train de faire. Je m'occupe de lui, en fait. Et je fais ce que je suis en train de faire, être une maman. Moi, je suis vraiment focalisée dans mon rôle de maman. Et puis le lendemain, je me dis, mais en fait, tu n'as pas percuté. Il t'est arrivé un truc. Non, tu vas le rappeler parce qu'il s'est trompé.
c'est pas possible. Enfin, tu te dis, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, tu te dis, c'est tellement improbable, ce truc est tellement, ça ne peut pas arriver maintenant. Là, je suis en joie totale et en extase. C'est pas le moment, donc c'est pas le moment que tu reviennes. Donc je me suis trompée, je vais rappeler, il va me réexpliquer les choses. Donc je rappelle. En plus, je prends des pincettes parce que j'avais toujours un peu peur, comme ça, face au médecin. J'avais peur de le déranger. Oui, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quand même une petite question. Hier, vous m'avez appelé, vous m'avez dit que mon cancer était revenu. En plus, tu es bourré aux hormones parce que tu viens d'accoucher, donc tu es super sensible. Et là, il me dit, bah non, vous avez bien compris les choses, votre cancer est revenu. On a envoyé la tumeur qu'on a extrait pendant l'accouchement, je ne sais plus à quel hôpital, et il s'avérait que c'est vraiment une rechute de votre premier cancer. Et là, paf, là, je me dis, bah non, j'ai vraiment bien compris. Et là, nouveau, tout s'enchaîne en fait. Et de nouveau, dans un des points, moi, qui a été très sensible et qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un truc à faire, c'est que tu es de nouveau dans une médecine d'urgence. Alors, tu arrives, tu as un cancer et tu arrives, toi, on a envie qu'on te guérisse. Mais pas que ça, en fait. Et en fait, on est toujours dans ce qu'on appelle le cure, c'est-à-dire que tu viens, tu as une pathologie, on va te guérir. Mais il y a une réalité avec le cancer, c'est que le cancer, il est devenu chronique. C'est-à-dire qu'il y a, je disais, en 2018, on était à 350 000 personnes qui vivaient avec le cancer ou qui étaient en rémission. Ça fait toute une population de survivants avec laquelle il faut faire quelque chose. Ils ont des besoins spécifiques et on n'y répond pas vraiment, en fait. Oui, complètement. En partie, un patient qui disait, c'est we don't want to survive, we want to live. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Hein. En anglais, on parle de survivorship. Et finalement, tu es là, mais vous êtes gentil, mais moi, survivre, ça s'est fait. Et même le directeur de la Fondation contre le cancer, qui a eu un cancer il y a 35 ans, disait, il y a 35 ans, effectivement, comme tu viens de dire, on était dans on vit ou on meurt, et maintenant, heureusement, on survit de plus en plus, mais avec quelle qualité de vie, quoi. Et donc là, ce que tu dis, c'est vraiment important. Et en fait, là, il y a vraiment un basculement qu'on va devoir opérer parce que ça ne va plus fonctionner comme ça. Il faut faire avec le fait que le cancer est devenu une maladie chronique, on peut apprendre à vivre avec. Et donc, du coup, du cure, il faut qu'on bascule dans le care. Il faut vraiment qu'on se dise, OK, là, à l'instant T, on est dans une médecine d'urgence, je soigne, mais après, on doit être dans le prendre soin de la personne qui a vécu ça. Parce que finalement, les blessures qui sont les plus difficiles à soigner, ben, c'est pas le fait qu'on t'ait ouvert le ventre, c'est pas le fait qu'on t'ait enlevé un bout de je sais pas quoi. C'est très dommageable, on est bien d'accord, mais il y a des cicatrices comme ça invisibles qui sont très difficiles à soigner et il faut vraiment en prendre compte. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qui m'avait fort marqué à ce moment-là et que je vois pas que dans mon parcours. Puis, et puis il y a aussi cette tyrannie en fait du savoir. C'est un mot très fort, mais c'est vraiment ça parfois que tu peux ressentir, c'est cette asymétrie de connaissance. C'est-à-dire que toi, tu arrives un peu en profane. Ok, j'ai une maladie, ça peut être la première fois, ça peut être la troisième fois, peu importe, c'est toujours pareil. Tu arrives, tu es face à quelqu'un du truc parce que après les premiers mots là où tu as la gorge serrée, bah, après tu n'écoutes plus. Et puis après, tu dois dépatouiller avec tout ça. Et c'est pas, voilà, c'est pas évident. Et à ce moment-là, il y a un truc à faire, il y a un gap. Je trouve que. Mais est-ce que, pardon de te couper, mais est-ce que justement, c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte, du coup, quand tu étais dans ton parcours et tu t'es dit stop, ou c'est après, justement, en ayant du recul, où tu t'es dit, mais il y a cette position de sachant, enfin, tu vois, celui qui sait, et puis de patient. Et en plus, patient, enfin, c'est un peu affreux, mais du latin, c'est vraiment celui qui subit. Oui, complètement. Et complètement. Et d'ailleurs, plein de personnes qui passent par le cancer, c'est finalement, en fait, après, en regardant en arrière, et en un coup, ils ont besoin de reprendre les rênes de leur vie en main en disant, bah, maintenant, ça y est, stop, pause, je veux faire quelque chose. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu avais conscience déjà, justement, peut-être à ta troisième récidive, ou c'est après, tu as l'impression? Non, c'est vraiment pendant, parce qu'en fait, ça a été très concret quand j'ai appris que je faisais une rechute. Je me suis dit, voilà, j'ai demandé ce qu'on pouvait faire. Donc, j'ai appelé le chirurgien qui s'est toujours occupé de moi. Et il m'a proposé il a posé un diagnostic, il a proposé
un certain parcours de soins. Et je me suis dit, OK, là, tu es quand même à ton 3e cancer, il faut peut-être un petit peu élargir tes horizons, va chercher des infos ailleurs, demande un autre avis. Voilà, essaye de voir si c'est vraiment ça, vers quoi tu as envie d'aller. Et j'ai demandé un avis à un autre, dans un autre hôpital, qui rejoignait le premier avis. Et puis, j'ai été dans un autre institut. Et là, j'étais assez étonnée de l'accueil que j'ai eu parce qu'en fait, c'était vraiment... Nous, on vous propose ça. Alors, le ça, c'était un traitement anti-angiogénique. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y avait pas de place pour le dialogue. Et c'est vraiment, ça a été dit comme ça. C'est vraiment, nous, on vous propose ça. On ne peut pas faire autre chose. Le protocole dit que dans un parcours comme le vôtre, surtout que là, il y avait 3 métastases, on ne va pas opérer, il ne va pas y avoir d'acte chirurgical, on va vous donner un traitement et puis c'est tout. Et si ça ne vous convient pas, malheureusement, on ne va pas pouvoir proposer autre chose. Et donc, j'ai voulu expliquer ce qu'on m'avait proposé d'autre et les portes ont vraiment été fermées. Donc, j'étais assez étonnée et je me suis dit, mais à ce moment-là, la personne qui était devant moi ne s'est pas demandé qui j'étais. Elle ne s'est pas dit, tiens, enfin, il en l'occurrence ne s'est pas dit, mais en fait, c'est une jeune maman. Son fils a 3 semaines. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'être calée dans son lit pendant 1 an, les 2 semaines par mois. Parce que ce n'est pas ça, en fait, son projet de vie. Et mon projet de vie, ce n'était pas ça. C'était vraiment pas ça. J'étais plus OK d'y aller avec un geste invasif, peut-être vivre moins longtemps, mais à profiter de mon fils, avoir une vraie qualité de vie et pas être coincé dans un canapé. Je trouvais que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais ce que tu dis, c'est vraiment ça en fait, hein, et c'est là que ça va être intéressant d'entendre un peu ton expérience de patiente experte. Ouais. C'est enfin, je pense que tous les patients que j'ai vus, il n'y en a pas un qui m'a pas parlé de sa qualité de vie, et que c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire, quoi. Comme tu l'as très bien expliqué, face à une blouse blanche, on se retrouve comme un gosse à dire ah oui, non, enfin on m'a dit que, et finalement on n'a pas été éduqué à pouvoir remettre ça en question. Maintenant, les médecins de plus en plus vont se retrouver à faire face à des patients qui, par contre, ont été chercher de l'info de leur côté et puis qui vont venir avec des choses, parfois de doctissimo, pas toujours bien. Ouais. Et c'est là, à mon avis, que enfin, voilà, ce que tu vas nous présenter un petit peu comme ton nouveau rôle est intéressant. C'est un peu justement quelqu'un qui va être entre les deux. Tu vas prendre la place de personne. Peut-être qu'on va revenir un peu en arrière, je vais un peu trop vite. Mais comment tu es tombée sur la formation de patient expert qui, je le rappelle, n'est dédiée en Europe finalement qu'à Paris par Catherine Touré-Pulpis, qui a été une des pionnières au niveau, qui a accompagné tous les patients qui avaient le virus du SIDA dans les années 90. Et je conseille à tout le monde de regarder le film si on veut comprendre ce qu'est un patient expert, 120 battements par minute, qui je trouve montre vraiment tout le changement de paradigme entre le moment où vraiment les patients veulent subir des choses. Et là, ils deviennent les sachants. Tu parlais de ça tout à l'heure, ils deviennent les sachants. En un coup, tu as un patient, je me rappelle, qui parle à un médecin qui dit, mais moi, je sais beaucoup plus que vous, en fait. Moi, je sais ce que je vis. Moi, je sais ce qui se passe dans mon corps. Et en fait, il arrive et il a un discours qui est quand même très, très construit. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer justement c'est quoi ce fameux diplôme de patient expert? Alors, en fait, donc moi, je suis tombée dessus parce que j'ai lu un article dans la presse qui parlait de cette université et on décrivait ça comme un lieu où on formait des anciens patients à faire de toute l'expérience qu'ils avaient eue dans la maladie un savoir qu'ils allaient pouvoir mettre au service d'une collectivité. Alors, la collectivité, ici, en l'occurrence, c'est les soignants d'un côté et les patients de l'autre. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais ok, ça me parle complètement, ça a résonné en moi, il y a un truc qui est tombé, je me suis dit... Oui, moi, je m'étais rendu compte qu'après 15 ans, j'avais accumulé comme ça tout plein de savoirs, mais c'est un savoir-vivre avec la maladie. C'est pas forcément savoir exactement comment ça se passe dans mon corps, mais c'est un savoir-vivre avec la maladie. Mais tu sais, je savais pas comment je pourrais transmettre tout ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben voilà, ça va me donner la légitimité qui me manque pour pouvoir aborder un patient, me sentir légitime en lui prenant la main et en essayant de fluidifier un peu son parcours de soins voilà, à ma mesure. Et donc, j'ai débarqué à l'université des patients. Et en fait, tout ça part du fait que Catherine Touré-Turgis, elle s'est rendue compte en travaillant beaucoup avec comme tu disais, avec les patients qui avaient le sida, que toute cette population de personnes qui a été mise au banc d'une société parce que c'était tabou le sida, eh bien, entre eux, ils ont dû s'entraider en fait. Ils ont dû trouver des solutions ensemble. Et ils ont développé, comme tu dis, un savoir. Et ce savoir-vivre,
Eh bien, ici à l'Université des patients, on en fait quelque chose et on le transforme en un savoir expérientiel. Et il est valorisé autant que le savoir d'un soignant. Et donc, c'est vraiment le soignant qui est le spécialiste de la maladie et puis le patient qui devient en fait un expert en savoir-vivre. Après, on en a déjà discuté, le terme de patient expert, ça peut parfois créer des blocages parce qu'on entend expert, on se dit, OK, là, le patient, il va arriver, qu'elle arrive, elle croit qu'elle a eu un cancer et qu'elle sait tout sur tout. C'est absolument pas ça, du tout. Ça reflète absolument pas l'humilité du rôle du patient expert. Parce qu'en fait, expert, ça fait plutôt référence à... C'est un ancien patient expert qui expliquait ça. C'est vraiment la personne qui expérimente la traversée. C'est plutôt ça. Et qui a fait de son savoir-vivre un savoir expérientiel. C'est absolument pas qui sait tout sur tout. Et donc, c'est vraiment dans cette idée de partage et de transmission. Et donc, ce patient expert, il arrive dans un système qui fonctionne bien. Il y a une mécanique qui fonctionne bien. En plus, en Belgique, on est assez bien lotis. Mais c'est un peu, si je devais donner une image, c'est un peu l'image de la mayonnaise. Tu vois, c'est un peu, pour faire cette émulsion, eh ben, il y a un liant qui manque un peu, tu vois. Et le patient expert, il pourrait être ce liant-là. Il arrive et hop, ça permettrait qu'un truc prenne, qu'un truc soit plus fluide. Et voilà, il arrive avec lui sa connaissance de ce que c'est d'être de l'autre côté de la barrière et il peut remonter des infos aux soignants pour pouvoir, eux, les aider à mieux appréhender le quotidien avec un malade. Et en fait, c'est vraiment c'est cette idée d'être un interprète, en fait. Oui, mais j'aime beaucoup ce mot, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on avait eu toutes les deux une réunion, on ne dira pas avec qui, mais il y avait un médecin qui était plutôt un petit peu, pourtant quelqu'un de très ouvert à la base, et qui avait un peu du mal avec le terme. Et comme tu l'as dit, peut-être que le terme passe mal. Je ne crois pas qu'il soit mal choisi, mais je pense qu'il passe mal au niveau du personnel soignant. Finalement, cette personne qui a appelé après, et elle a complètement changé d'avis, je pense, en parlant avec moi, en se disant, mais en fait, il y a quand même des croyances, parfois du personnel médical ou des peurs, en fait, de se dire, mais quelle va être la place, et que justement, on n'est pas dans quelqu'un qui, parce qu'il a eu un cancer, va dire, ben, je suis patient expert. Je crois qu'on est toujours expert de sa propre santé, ça c'est une chose, mais là, toi, c'est vraiment quelque chose de différent, vu qu'il y a un cursus pour justement comprendre le système de santé et comment pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. Oui, et c'est aussi, c'est vrai que cet exemple, il est assez parlant, ça montre qu'en fait, c'est quelque chose qui est tout neuf, donc en fait, il faut communiquer autour de ça, il faut expliquer les choses, il faut lever les barrières. Et puis quand tu lèves les barrières, les gens comprennent en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment, tu arrives de façon complètement humble pour juste essayer d'apporter, comme tu l'avais écrit si bien, de l'huile au rouage pour offrir un espace d'égal à égal, parce que ça n'existe pas encore en fait dans un institut hospitalier. C'est un espace d'égal à égal et c'est vraiment parce qu'il faut vraiment se rendre compte que quand il y a une communication qui est rompue avec un patient, c'est dommageable pour tout le monde en fait. Donc en fait, c'est vraiment dans cette idée-là. Et aussi, il faut se rendre compte que le patient expert, en tout cas la façon dont on a été formé, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ce qui t'est arrivé. Ok, toi, tu as ta propre expérience, mais tu n'es pas un cas d'école. Donc, tu n'arrives pas là avec plein de prétentions en disant « moi, j'ai vécu ça ». Fais ce que je te dis, tu verras, ça va aller super bien. Non, c'est pas du tout le but. C'est vraiment, on t'apprend vraiment à te poser et à te centrer sur la personne que tu as en face de toi, donc le patient, pour que lui puisse se centrer sur lui-même, pour que lui puisse comprendre où sont ses besoins par rapport à ce parcours de soins, pour que lui puisse se rendre compte que, en fait, ses ressources, il les a en lui, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est comme, tu vois, moi, j'emmagasine comme ça plein de bouquins de développement personnel, mais ce sont des phrases, si tu ne les mets pas en pratique, si on ne t'explique pas comment les mettre en pratique, le jour où tu fermes ton bouquin, il y a fort à parier que 2 heures après, tu ne saches absolument plus de quoi ça parle et comment le mettre en pratique. Et donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est que si tu permets au patient que tu as en face de toi de redevenir acteur de son parcours de soins, il adhérera probablement mieux à ce qu'on lui propose, en fait, parce qu'il reprend le contrôle, parce que c'est vraiment une maladie, enfin, comme toutes les autres maladies certainement, ça t'enlève un contrôle et c'est un sentiment d'impuissance qui est très dur en fait. Oui, parce que l'impuissance c'est super énergivore, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça qui est chouette. Je crois que là où le rôle du patient expert est vraiment clé,
c'est dans ce que tu viens de dire, c'est l'empowerment, tu vois, quand on parle de coaching, Ouais. c'est l'empowerment, mais là, on est encore, c'est encore différent, je pense, parce que tu es dans Ouais. l'accompagnement pendant tout le trajet, en disant, ben voilà, faire un peu le relais avec que ce soit l'infirmière, de coordinatrice en oncologie, que ce soit même non copine, etc. Finalement, c'est un rôle encore bien à part. Et, euh, et moi, je me rends compte, par exemple, tous les ateliers que je fais de coaching après cancer, une des premières choses que les gens disent, c'est en fait, quand tu arrives et que tu parles avec quelqu'un, rien que de savoir qu'il a eu la même chose que toi, tu enlèves Ouais. personne de, voilà. Donc, après, on est bien d'accord qu'il y a une professionnalisation, mais que quand même, le fait de savoir que c'est un patient expert, il y a le mot patient quand même, ça veut dire quelqu'un qui, quelque part, l'a vécu, mais qui a la conscience professionnelle de pouvoir dire Ouais. que voilà, je l'ai vécu, ça c'est une chose, et maintenant, j'ai professionnalisé mon expérience, et finalement, c'est valoriser aussi ce que tu as fait. D'ailleurs, j'ai une question qui revient quand même souvent. C'est par exemple, en France, j'avais lu un article comme quoi, c'était une personne, il faudrait que je le retrouve, mais qui disait, oui, bah, ok, patient expert, il y a beaucoup de peur, hein. Ouais. Très bien, mais ça devrait être comme les pompiers, tu vois, qui sont, je sais plus le mot, enfin, bénévoles, Bénévole. tu Ouais. vois, les sapeurs-pompiers qui finalement sont bénévoles, en disant, oui, ok, mais à partir du moment où on rémunère les patients, est-ce que ça fausse pas tout le truc? Alors moi, personnellement, c'est pas, voilà, c'est pas Mais ça. c'est complètement légitime. Non, non, c'est complètement C'est une légitime. peur qui- Mais en fait, c'est vraiment cette idée de rémunération, c'est pour vraiment marquer cette différence entre le moment où tu décides d'aller dans une association de patients, où tu as des bénévoles qui sont là pour t'écouter et te soutenir. Euh, il y a une différence entre ça et la démarche du patient expert. Le patient expert ici, il est vraiment, c'est vraiment dans l'idée qu'il va intégrer une équipe médicale qui s'est formée. C'est un diplôme universitaire, donc il y a un cursus tout autour, il y a une certaine pédagogie qui va avec. Et comme toutes les formations, ben finalement, quand tu étudies, par exemple, comme moi, la communication, le journalisme, le jour où j'écris un article, je suis rémunérée pour ça. Donc, c'est dans cette idée-là, c'est dans l'idée que tu apportes un autre type de savoir et que, du coup, pour crédibiliser ce savoir que tu apportes, c'est nécessaire, en fait, de pouvoir marquer les frontières. Après, en parlant de frontières, ce qui est aussi très important à savoir, c'est que le patient expert, il n'a aucune prescription médicale. Il arrive, moi, à aucun moment, si un patient me dit, voilà, je ne sais pas ce que je dois faire avec tel ou tel traitement, je ne me sens pas bien, machin, ça, c'est le rôle d'un soignant. Et à aucun moment non plus, tu ne te substitues à un oncopsie, par exemple. Moi, je n'ai aucune formation en psychologie. Il y a d'autres élèves qui, par exemple, eux, ont la double casquette soignant-soigné. Il y avait une psy, par exemple, donc elle peut prétendre à t'accompagner de manière psychologique. Donc ça, il faut vraiment bien faire la différence et se rendre compte qu'on est vraiment formé à ça, à savoir où est notre juste place et qu'on n'est pas là pour cannibaliser qui que ce soit. C'est vraiment juste une nouvelle discipline, en fait, dans cette idée d'interdisciplinarité. C'est une nouvelle discipline qui arrive. C'est juste ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir le patient expert. Et je vois Cinda qui met bonsoir, merci pour cet échange très intéressant. À quand une formation dans notre plat pays? Mais je pense qu'il y a une formation, mais c'est peut-être pas patient expert, c'est éducation thérapeutique à Liège. Ouais. Oui, mais je suis même pas certaine que ce soit ouvert à d'anciens patients. C'est encore, je pense que c'est encore axé soignant, si je ne me Ah, trompe voilà. pas. Ouais. Mais pour Mais, l'instant, la mais seule qui soit vraiment axée patient, elle est à la Sorbonne. Hein. ouais, oui. Enfin, tu as d'autres formations de patients, ce qu'on appelle experts ou patients partenaires, mais la seule qui est diplômée avec un cursus, qui a un cursus universitaire, parce que c'est vraiment rattaché à la faculté de médecine de la Sorbonne, donc c'est vraiment un cursus universitaire, c'est à la Sorbonne. Oui, oui, c'est la seule. Et est-ce que, par exemple, tu vois, au Canada, et peut-être déjà même en France, il y a des patients qui interviennent dans la formation des soignants, donc qui viennent donner cours, par Oui, exemple, aux futurs médecins, aux complètement. futurs infirmiers, en disant, ben voilà, on vient vous montrer un peu de l'autre côté du miroir, finalement, quel est le parcours d'un patient, mais de manière évidemment détachée d'expérience purement personnelle, mais évidemment, de toute façon, je pense que personne ne peut complètement détacher sa personne privée de sa Non, personne. ça, c'est pas le but non plus, en fait. Un vieux fantasme qui est Ouais. impossible. Mais est-ce que toi, tu penses qu'à un moment, ce serait faisable en Belgique? Tu sens un mouvement ou
Tu veux dire quoi? Que le patient, oui, qu'il faut À un qu'il moment, soit. ça Mais en peut... fait, le patient expert, donc là, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir. Et effectivement, le but, le patient expert, par exemple, en France, il peut se situer à plusieurs niveaux. Il peut se situer au niveau des soins, au niveau de la gouvernance de soins, il peut se situer au niveau de la formation. Il y a des patients qui forment, en fait, des XO, des infirmières. Enfin, tu as différents niveaux d'intervention. Et en France, ça, c'est déjà établi. Il y a même dans ma promo, il y a une patiente experte qui fait partie d'un comité de direction. Donc, quand on prend des décisions, on demande l'avis d'un patient expert. Donc c'est déjà quelque chose qui est installé en France. Donc, j'ai peine à croire qu'on ne puisse Ça pas n'arrive pas. maintenant, tu vois, Oui. transvaser. Mais Oui. bon, après, voilà, ici, on commence vraiment, Oui, on est encore, ouverte. ouais, on est encore au tout début, quoi. Et Oui. alors, je vois, il y a quelqu'un Stéphanie, qui dit qu'apparemment, il y a une formation de patient expert qui est en train de se mettre en place en Belgique. Bah, donc, plutôt bonne Oui, nouvelle. Ça mais devrait ça, oui, mais c'est pas, c'est encore différent. C'est vraiment, c'est effectivement une formation de patient expert, mais c'est encore, oui, c'est une déclinaison, mais c'est pas un c'est parcours pas un diplôme universitaire. universitaire, Oui, académique, c'est la comme c'est ça en différence. France. Après, je la connais pas, voilà, dans les détails, donc je peux difficilement en parler, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une formation. Et d'ailleurs, c'est très encourageant. Ça montre voilà, que ici on commence à être sensible à la question. Donc tant mieux. Le but, c'est vraiment de faire des petits et voilà. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. C'est pour que les gens s'y intéressent et que ça fasse qu'on commence à en parler et que la brèche qui est ouverte devienne de plus en plus grande et qu'il y ait de plus en plus de patients experts pour constituer à plusieurs niveaux parce que c'est devenu indispensable. Donc Bah oui, tant finalement, mieux. c'est un peu ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. C'est-à-dire Ouais. la santé, c'est le problème, ou en tout cas l'intérêt de chacun. Et bah voilà, c'est de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Et que bah, finalement, quelqu'un qui a eu une maladie grave, qui a une maladie chronique, et comme tu l'as dit très bien au début, c'est vivre avec. Et enfin, voilà, comment on fait et comment on peut peut-être, justement, en prenant du recul, avoir une vision un peu plus méta, en disant, bah voilà, j'ai vécu de l'intérieur, mais je peux aussi voir le système de l'extérieur et voir un peu ce que j'améliorerais, quoi. Oui, complètement. Ouais, ouais. Et puis c'est vraiment, je trouve que cette maladie, elle te prend, c'est vraiment ça, elle te Ouais, prend un truc, tu reprends un truc en fait, et tu ouais, y vas. ouais, Et voilà. ouais, Et t'as quelqu'un qui a vécu ça, qui est là pour te prendre la main. Si tu en as envie, parce que ça c'est aussi un point hyper important, c'est qu'on peut avoir envie de pas avoir envie du patient expert et de fermer les yeux et de se laisser porter, d'être au sommet de ce toboggan, de te laisser glisser et de rien rattraper autour de toi parce que tu as des gens qui se sentent mieux là-dedans et c'est ok. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas qu'une façon de vivre la maladie. Il ne faut pas forcément non plus la vivre en étant tout sourire tout le temps. Non, il y a des moments qui sont durs. Voilà, moi, ce que je fais maintenant, c'est l'aboutissement tout un chemin. C'est pas venu comme ça non plus. Et puis, on en a déjà discuté, on n'est pas tous égaux face à la résilience. Mais si un patient expert peut apporter sa petite pierre dans ce processus de résilience, voilà, tant mieux, tant mieux. ouais. Ben, je trouve que c'est très chouette ce que tu dis. Effectivement, c'est pas une solution unique et voilà, mais qui convient par contre à quelques personnes, que c'est toujours un choix. Ça fait partie finalement du patient empowerment. Des gens qui vont dire, ben pour moi, moi j'ai juste envie enfin voilà, il y a des patients qui vont dire, comme tu viens très bien de le dire, j'ai envie de glisser sur un toboggan, on dit par où il faut aller, et moi, j'ai rien besoin de savoir. Et puis, mais c'est une offre. Et je pense que ça aussi, quand on est adulte, finalement, on fait des choix en âme et conscience, en se disant, ben voilà, Ouais. moi, ça me convient, ça pas. Mais je pense quand même que le patient expert enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment acquise à la cause, a vraiment une vraie place, et qu'il y a de plus en plus de patients qui ont envie, enfin, mardi, j'avais un webinaire avec la Fondation contre le cancer, et le nombre de personnes qui disaient j'ai envie de rendre quelque chose. Ouais. Finalement, c'est une belle façon de rendre. Mais après, quelque part, ce qui est important de dire, c'est que c'est quand même professionnalisant. C'est pas la même chose que de dire, et il y a quand même moyen, hein, j'ai eu un cancer, maintenant j'ai envie de rendre à la communauté et ok. Mais se dire patient expert, c'est quand même quelque chose de professionnalisant. C'est pas, voilà, parce que c'est comme pour tout. Tu sais, moi, quand je me suis dit, ok, j'ai l'impression que j'ai des choses à transmettre. Après, chacun a la conscience qu'il a, mais moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise de me dire, parce que j'ai 15 ans de vécu avec la maladie, j'ai des choses à dire.
je me suis dit non, il faut qu'on me donne un cadre, il faut qu'on m'explique comment on pose les mots, comment on aborde l'autre. Et je croyais que je savais le faire, mais chaque fois, je me suis pris des claques. Chaque fois, je me suis dit, bah mince, en fait. Je pensais que je savais comment communiquer à l'autre, parce qu'en plus, c'est un peu mon métier quand même à la base. Mais non, parce que quand tu as envie de vraiment faire ressortir le meilleur de l'autre, et bien finalement, c'est pas en arrivant toi avec tout ce que tu sais et ton savoir que tu fais sortir le meilleur de l'autre, c'est en t'asseyant, en l'écoutant et en l'aidant à sortir ce qu'il a lui dans ses tripes. Et ça, c'est un truc aussi qui me tient. Alors là, c'est un truc qui me tient moi personnellement à cœur et dont j'ai beaucoup parlé dans ma défense orale cette année pour clôturer la Sorbonne. C'est vraiment cette intuition. Parce que quand il t'arrive comme ça un truc dans la figure, une bourrasque, tu perds cette intuition. Et cette intuition, cet instinct, c'est souvent le meilleur guide que tu puisses avoir. C'est pas le seul, mais c'est un super bon guide parce que ça, c'est un truc qui te suit depuis que tu es toute petite. C'est une petite voix que tu as en toi qui, quand tu es petite, te fait prendre toujours les bons choix parce que tu n'as pas de filtre autour de toi et du coup, tu te laisses aller et tu fais exactement le choix qui te va à toi, qui te correspond et qui te permet d'être à ta juste place. Puis plus tard, tu es formaté parce que tu es dans un carcan, dans un certain carcan d'éducation, parce que tu fréquentes certaines personnes, parce qu'on te dit que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Tu oublies tout ça. Moi, je me suis aussi laissé prendre au jeu. Donc voilà, mais le jour où tu redécouvres ça, tu te dis qu'en fait, ben, la vie, elle est beaucoup plus légère. Et ça, c'est vraiment un truc que la maladie m'a apporté. Bon, après, j'avais ce caractère à la base, mais ça a vraiment renforcé ça. C'est que, voilà, il faut suivre, en fait, il faut retrouver. Quand tu es face à ce truc-là, tu oublies qu'au fond de toi, tu as plein de réponses. Et cette intuition, elle est là pour te donner une partie des réponses. Et donc, c'est vraiment te reconnecter, t'aider à te reconnecter à toi-même et à tout ce que tu as en toi, en fait. C'est vraiment ça. Bah, c'est magnifique. J'en ai vraiment tellement rien à dire, j'ai les larmes aux yeux. Ça résonne beaucoup en tout cas. Et je te remercie, c'est vraiment magnifique d'entendre. Ben voilà, je pense que c'est une question de patient expert qui est encore un peu tabou en Belgique, hein, on peut le dire. Ouais. Même si les portes s'ouvrent, ben on sait toutes les deux, on travaille à un projet commun, mais c'est nouveau encore et je pense que de pouvoir le partager maintenant, ben c'est chouette et ça va être j'espère, justement encore un moyen d'enlever les barrières et d'enlever les croyances qui, voilà, se sont basées sur des peurs, alors que, voilà, c'est juste un chemin d'ouverture et vraiment magnifique. Et mille merci, moi, j'adore t'entendre parler, c'est super. Bon, ben, merci à toi parce que là, tu m'as complètement sorti de ma zone de confort, mais je me suis dit, ok, il y a un truc à défendre. Pour le faire connaître. Donc, ouais, bah, écoute, tant mieux. Mais après, comme tu le disais, on est là pour décloisonner les choses. Et ce qui est hyper excitant là-dedans, et pas facile, parce que c'est aussi pas facile en même temps, mais c'est qu'on a une page blanche devant nous. On a une trame à respecter, mais c'est une page blanche. Et tout est à co-construire, tout est à construire ensemble avec les soignants et les patients. Et donc voilà, et comme tu le disais bien, on est en train de travailler à un super projet en commun et si ça peut aboutir, c'est super. Mais là, la page blanche, elle est devant nous et on a encore tout à écrire, donc c'est super excitant. Et là, on vient de mettre une petite pierre à l'édifice. Est-ce que peut-être que c'est pas un cadeau que je te fais, après tu vas être là, non, mais tu veux parler de ton site internet ou pas? Tu veux quoi? Parler de ton site internet. Ah, ben écoute, il n'est pas alors ça c'est le côté un peu non geek, c'est qu'en fait j'ai commencé un site internet. Je voulais le lier parce que alors du coup je me suis brouillée à faire une page Facebook pour que tu puisses en parler, pour que les gens puissent me contacter. Sauf que quand tu veux relier ton nom de domaine à ton site, en fait il faut 7 jours de validation et comme je l'ai fait hier soir, il n'est pas encore validé. Mais il y a un site qui va arriver, donc on peut liker la page patient à patient. Et le site sera mis dessus voilà, dans les jours qui viennent a priori. Mais donc, oui, mais j'ai vu ton logo et tout. L'intention était là, mais ça n'a pas abouti. Donc voilà, on va faire un peu un teaser, barrer les jours. Oui, c'est ça. A priori, pour lundi au plus tard, ça devrait être OK. Mais en attendant, il y a toujours cette page Facebook si jamais ça intéresse les gens. Et je lirai mon site là et on peut déjà me contacter via la page Facebook s'il y a des gens qui ont des questions, qui ont envie de parler autour de la question du patient expert. Voilà, je suis génial.
Bah écoute, demain, sans faute, tu m'enverras enfin, tu vas m'envoyer le lien après. Et je posterai en dessous du replay les liens pour évidemment, pouvoir contacter Anki et suivre génial qu'elle fait. Mille merci. Merci à toi, vraiment. Merci de ta confiance. Wow, wow. Merci pour tes lumières. Et vraiment, c'était super inspirant et tellement chouette, quoi. Parce que c'est vraiment une question dont on parle beaucoup et finalement on entend le mot sans savoir ce qu'on peut mettre derrière. Et donc c'était super chouette d'entendre. J'espère qu'en peu de temps j'ai réussi à condenser l'info. En tout cas, une vraie pro de la com. Mille merci. Merci à toi Magali. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y a eu plein oui, merci. Oui. Je ne les vois pas, mais beaucoup de messages super gentils. Anki répondra sur le chat s'il y a des questions. Mais tu crois que comment je peux relire ça? Moi, je n'ai pas vu ces messages. Donc, on en parle à deux après. Ok, ça va super. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bye bye.